ici qu'on retrouve sur l'aspect occipital du crâne, c'est une méningocèle. D'accord? C'est une méningocèle, il n'y a pas l'aspect adécogène, donc il n'y a pas d'encéphalocèle à l'intérieur, c'est juste des méninges. Mais ce genre de malformation est à risque d'association syndromique, donc soyez extrêmement vigilants, et à risque aussi d'anomalie malformative cérébrale, parce que là par exemple vous voyez un corps calleux qui est complètement d'aspect inhabituel, complètement court et épais, et du coup un dossier qui nous inquiétait alors que la malformation en soi n'était pas très grave puisqu'elle ne comportait qu'une méningocèle. Si vous avez une non-fermeture du tube neural, et là encore plus sur une méningocèle, soyez vigilants sur le lieu de naissance. D'accord? Parce qu'il y a des soins à prodiguer pour ce bébé et qu'il y a un risque septique extrêmement important, et donc il ne faut pas banaliser ça. Il ne faut pas que ce soit des pertes de chance son lieu de naissance. D'accord? Donc orientez-la sur un lieu approprié où on pourra faire des soins, pas forcément une chirurgie dès la naissance, pas du tout, mais au moins un œil attentif sur le risque septique. L'holoprosencéphalie, c'est l'autre malformation qui est à dépister et que vous devez connaître. C'est une anomalie sévère du pôle céphalique et du développement cérébral. C'est ce qu'on appelle le ventricule unique dans sa forme la plus sévère. C'est l'holoprosencéphalie à l'ovaire. Ça aussi, c'est un dépistage du premier trimestre. Le premier trimestre, je vous disais, qu'est-ce que vous devez montrer? Vous devez montrer juste cette ligne médiane, et de part et d'autre de cette ligne médiane, l'aspect en aile de papillon, le butterfly sign, qui est en rapport avec les deux plexus choroïdes et qui montre que vous avez bien un système ventriculaire double sur ce bébé. Alors parfois le diagnostic est plus difficile parce que vous pouvez avoir des holoprosencéphalies semi-lobaires, et je vous montre quelques clichés dans le développement du bébé, où vous allez avoir une fusion des parties plutôt antérieures avec une scissure interhémisphérique et faux du cerveau présente en arrière du cerveau. Donc un aspect ici qui peut ressembler à un aspect normal, mais l'aspect ici en antérieur est complètement anormal. Voilà. D'accord? Donc vous pouvez avoir des thalamies, vous pouvez même avoir dans certains cas un corps calleux. La cavité septale, ça c'est pour moi un élément quasiment le plus important du dépistage des malformations cérébrales. Vous avez mesuré le diamètre pariétal, le périmètre crânien, voilà, vous avez ouvert certaines cases. Pour l'examen morphologique, si vous avez montré cette image-là de cavité septale, qu'on peut analyser ensemble, ça va être sur une coupe axiale, le troisième ventricule a été bien identifié, les deux thalamus sont là, et vous avez cet aspect avec des murs latéraux et rien à l'intérieur, ça ressemble bien à une cavité septale. Qu'est-ce que ça veut dire pour le bébé? Ça veut dire que si vous avez une cavité septale, forcément au-dessus, cette cavité septale, elle est toujours chapeautée par du corps calleux. Après, on ne peut pas dire que le corps calleux est complet ou pas sur cette coupe, mais dans tous les cas, on peut dire qu'il y a un corps calleux. Donc ça, c'est un élément important, et vous voyez l'extrême bonne corrélation entre l'examen échographique et l'examen fétopathe. Donc les murs latéraux, le corps calleux qui est ici les cornes frontales. Voilà. Ces cornes frontales ne se jettent pas à l'intérieur. D'accord? Quand vous avez des cornes frontales qui se jettent comme celle-ci, on dit que c'est une agénésie septale. Ces cornes frontales, comment elles font? Elles se jettent ici par les trous de Monro et elles descendent dans le troisième ventricule. Ok? Donc ça, c'est une image du complexe antérieur que vous devez connaître et que vous devez iconographier sur votre biométrie du pôle céphalique. Voilà, donc je vous remontre sur une vraie image, d'accord, les deux cornes frontales, la faux interhémisphérique, le troisième ventricule. Et lorsque vous avez une image comme celle-ci, vous êtes sûr qu'il y a un corps calleux. Si vous déroulez ce bébé, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez après la coupe sagittale, et je ne pense pas, moi personnellement, que cette coupe sagittale doit faire partie d'un examen de dépistage. Donc je pense que vous pouvez vous arrêter aux trois coupes qu'on vient de détailler sur le périmètre céphalique. Mais après, cette coupe-là sagittale, qui est difficile à avoir techniquement, je ne pense pas qu'elle doit faire partie d'une politique de dépistage. Pourquoi je vous le dis en deux mots? C'est que par rapport au dépistage, il faut que le dépistage soit en rapport avec des pathologies fréquentes. Ce qui vous inquiète, si vous avez une agénésie complète du corps calleux, c'est est-ce que vous connaissez l'histoire naturelle de la maladie par rapport au corps calleux? Non. Quelle est la prévalence des retards mentaux sur une agénésie du corps calleux? À peu près 1%. Donc en gros, c'est une cause extrêmement faible parmi les bébés qui ont un retard de croissance, un retard mental.
la génésie du corps calleux est une cause extrêmement faible. Et puis pourquoi je ne m'attache pas je dis prudemment, hein, bien entendu, je sais qu'il y a un corps calleux, mais parce que vous avez une expressivité extrêmement variable aussi de la maladie. Et vous allez avoir 85% de bébés qui ont un pronostic qui est correct, parce que vous avez une agénésie du corps calleux. D'accord ? Et les issues de ces agénésies partielles, elles sont peu certaines. Alors, dernier élément, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a une grande citerne augmentée ? Ce que vous devez avoir en tête, c'est que cette grande citerne, lorsqu'elle fait plus de 10 mm, il faut qu'elle soit vue par un référent. Parce que là aussi, on ira un peu plus loin dans les investigations. Et les deux éléments que le radiologue ou l'échographiste de référence aura en tête, ce sera de mesurer la taille du cervelet et du vermis, que vous voyez très bien, de bien regarder le tronc cérébral qui est ici et de regarder la tente du cervelet. Et avec les éléments anatomiques de la tente du cervelet et de la surface vermienne, vous allez évoquer certaines maladies. Donc ça peut être une image en rapport avec une malformation. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas de vermis. Si le vermis il existe, mais le vermis il est là. D'accord ? Il n'est plus à cet aspect-là. Et quand vous faites votre coupe habituellement comme ça, où le vermis est ici, et donc vous le voyez bien entre les deux hémisphères, comme il a été surélevé par un truc du quatrième ventricule, il est là, et donc du coup, ça donne cette image-là. Donc là, lorsque vous avez cette image-là, bien entendu, il faut qu'il y ait un diagnostic posé pour cet enfant, et il faut qu'il soit adressé il faut qu'il soit adressé à un centre de référence. Des choses très simples. Le spina. Donc le spina, c'est une non-fermeture du tube neural. Et donc ça, on nous demande de bien iconographier le rachis. Le rachis, il s'examine sur une coupe sagittale. Quels sont les éléments à voir ? On veut voir la continuité de la peau. Vous avez vu, si vous êtes sur une coupe sagittale stricte, vous ne voyez pas en soi les lames postérieures. C'est normal, les lames postérieures ne sont pas fusionnées au milieu. Là, vous êtes vraiment au milieu. Et donc, du coup, c'est ce qui vous permet d'ailleurs de regarder et d'avoir un œil sur le cône terminal de la moelle et vérifier qu'il n'est pas trop bas. D'accord ? Et ici, vous avez l'aspect des corps vertébraux. Lorsque vous avez un spina, l'anomalie, elle se situe au niveau des lames postérieures. Elle se situe ici. Ça ne sert à rien de regarder ici. Ce qu'il nous faut, c'est regarder là. D'accord ? Donc, soit vous regardez le revêtement cutané et vous pouvez voir le sac hernière, mais parfois il n'y a pas de sac hernière, c'est complètement ouvert. Soit vous complétez l'examen par une coupe axiale. Donc le spina, c'est ça, d'accord ? Les enjeux sont bien entendu les membres inférieurs et tout ce qui est au niveau du pelvis, donc les troubles sphinctériens notamment. Et je vous montre comment, en fin de l'examen du rachis, vous voyez, je descends d'abord en coupe axiale et j'ai un œil, vous voyez, sur les lames postérieures qui sont bien fermées. Donc apprenez à balayer votre bébé comme ça en coupe axiale. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je le balaye après en coupe sagittale, je tourne le centre de 90 degrés et j'ai bien accès à toute la continuité de la peau. J'ai bien regardé mon cône terminal de la moelle, voilà, qu'on voit très bien, d'accord. Et puis j'ai un rachis qui me paraît bien rectiligne, et pour moi mon examen du rachis c'est normal. D'accord. Donc d'abord en coupe axiale, on regarde toujours les lames postérieures jusqu'au bout. Et une fois qu'on a bien balayé en coupe axiale, on regarde la coupe sagittale. D'accord. Donc le dos, on vous demande de ne montrer qu'une seule image, mais vous, en dynamique, vous allez balayer votre bébé en coupe axiale en premier. Alors je vous montre un spina sur les coupes axiales. Vous voyez, l'anomalie, elle est là. Donc en gros, je vous montre que je me déplace comme ça sur le rachis en coupe axiale. Là, c'est bien fermé. Et là, hop, ça s'ouvre. Et donc, c'est ça l'anomalie du spina. Je ne sais pas si vous avez vu. Ok, là, c'est bien fermé. On descend et on voit une ouverture des lames postérieures. Et ça, vous pouvez le retrouver après dans les différents plans. En coupe sagittale, qu'est-ce qu'on voit ? On voit le revêtement cutané qui n'est pas complet. Donc, il est discontinué avec le sac hernière. Et le spécialiste, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire qu'est-ce qu'il y a comme contenu à l'intérieur. Là, vous avez vu, il y avait un petit écho dans le sac hernière, ça veut dire qu'il y a des racines nerveuses dedans. Et en coupe coronale, je vous montre juste. La coupe coronale, vous l'avez appris, ça donne un élargissement ici. D'accord ? Donc là, on est en bas. Voilà, vous l'avez vu. Excusez-moi. Voilà. Donc pour vous, en
tant que dépisteur, 2 coupes. Un, on balaye en coupe axiale le dos, en le mettant bien en avant, et on regarde les lames postérieures au fur et à mesure. Et une fois qu'on a bien balayé, on prend la coupe sagittale et on fait une belle iconographie en montrant le col terminal de la main ici. Voilà, donc les signes directs du spinal, c'est ce que nous avons vu en direct, c'est l'élargissement, l'aspect, le sac carniaire qu'on peut voir, parce que parfois il n'y a pas de sac carniaire, le spinal est complètement ouvert, ce sont des spinaux de mauvais pronostic. L'ouverture au niveau des lames postérieures. Voilà, l'aspect du revêtement. Parfois c'est juste ouvert comme ça, donc vous n'avez pas forcément de petites bulles, il n'y a pas forcément de sac carniaire. Et voilà. L'anomalie responsable, c'est une anomalie de la fosse postérieure. Cette fosse postérieure, ça s'appelle une malformation d'Arnold-Chiari, puisque vous avez vu, vous avez quasiment plus de grande citerne visible, vous avez un engagement du cerveau au niveau du foramen magnum qui va faire qu'il va y avoir une mauvaise circulation du liquide céphalorachidien et un risque de dilatation biventriculaire ou triventriculaire. Alors, au niveau de l'abdomen fœtal, c'était impossible de tout détailler, et donc du coup, je me suis dit que j'allais vous détailler juste les urgences, les prises en charge de ces bébés pour lesquels il peut y avoir une urgence néonatale. Qu'est-ce qu'on nous demande, en tout cas en tant que dépistage? On nous a demandé la coupe du périmètre abdominal avec l'estomac, d'accord, le sinus porte, l'absence de rein. Mais l'élément fondamental de l'anatomie, c'est l'estomac. Puisque si vous ne voyez pas d'estomac, vous posez la question de savoir si le tuyau qui va de la bouche à l'estomac est bien présent. Donc une atrésie de l'œsophage. Et puis si vous ne voyez pas l'estomac, deuxième iconographie à montrer de façon systématique, c'est la coupole. Parce que parfois l'estomac n'est pas en intra-abdominal, mais il est en intrathoracique. Donc le message, c'est deux diagnostics à évoquer lorsque vous ne voyez pas l'estomac. L'estomac, on le voit dès le premier trimestre. C'est une atrésie de l'œsophage et une coupole diaphragmatique. Vous l'envoyez à un spécialiste. Quand vous ne voyez pas un estomac une première fois, vous n'êtes pas obligé de l'envoyer tout de suite. Mais si vous la reconvoquez 2-3 jours après et que l'estomac n'est toujours pas visible, là forcément il y a une anatomie qui n'est pas normale. D'accord? Donc ce qui nous est demandé en tant que dépisteur, c'est regarder la coupole diaphragmatique gauche, en tout cas de l'iconographie, parce que 90% des hernies de coupole sont à gauche. Et puis de détailler l'aspect du tube digestif et notamment de l'intestin. Cet intestin, vous voyez son aspect et vérifier qu'il n'y ait pas d'aspect dilaté. Alors la hernie de coupole diaphragmatique gauche, c'est quoi? C'est une ouverture, c'est l'absence de cloisonnement à ce niveau-là, sur l'aspect postérieur, ce qui fait que vous allez avoir un engagement de ces structures intra-abdominales en intrathoracique. C'est responsable. Vous avez un estomac qui est visible en intrathoracique. Vous avez un cœur qui devrait être de ce côté-là, mais qui est complètement refoulé par ces anses intestinales qui vont pousser le cœur sur la droite. Donc un cœur qui est refoulé à droite, des structures digestives, un estomac intrathoracique. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez diagnostiquer facilement à l'échographie du deuxième trimestre. Ce n'est pas quelque chose qu'on évoque au premier trimestre. Donc c'est assez rare. Et lorsque vous avez une hernie de coupole diaphragmatique droite, qu'est-ce que vous avez? Du coup, la droite est ici, et vous avez un cœur qui est complètement, pour le coup, refoulé à gauche, avec une vésicule biliaire. Vous voyez la vésicule biliaire qui peut être en intrathoracique, de même que les intestins. Et un marqueur de mauvais pronostic, c'est la présence de foie dans la cage thoracique. Donc quelques vidéos que je vous ai retrouvées. Donc ça a été à Poissy. Vous voyez le cœur qui est complètement, donc c'était une hernie de coupole diaphragmatique droite, l'estomac qui était de façon assez surprenante, assez à gauche. Normalement, lorsque vous avez une hernie de coupole diaphragmatique droite, on dit que l'estomac est plutôt central. Le cœur qui est complètement dévié à gauche, tout ça c'est des intestins. Hop, en intrathoracique, et puis il y avait un petit épanchement pleural. Alors ça n'a pas marché. Estomac non vu. Ça, c'était un dossier récent. Donc, estomac non vu, on avait parlé de l'hernie de coupole. Là, dans ce dossier, la coupole était normale. Et donc, l'autre diagnostic à évoquer, qui est difficile à échographier, d'accord? Et donc, ça, c'est pas à vous de l'échographier, vous devez l'envoyer à un spécialiste, c'est l'atrésie de l'œsophage. Et l'atrésie de l'œsophage, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous avez l'œsophage ici, on voit très bien cette image-là, d'accord? Qui est derrière la trachée. C'est assez rare de tomber sur cette image. Et c'est
le putsch sign, d'accord, ça en gros c'est le cul-de-sac de l'œsophage qui fait que ça se termine de façon bonne avec la trachée qui est juste au-dessus et qui va avoir un trajet très particulier, vous voyez, qui est assez incliné, qui va rejoindre à peu près l'aorte, mais qui n'est pas rejoindre, mais qui va être bien plus rapproché de l'aorte que d'habitude, parce que l'œsophage n'est pas existant. D'accord? Et donc du coup, ça c'est une urgence néonatale. Il faut que ce bébé naisse dans un service de chirurgie adapté. Les célosomies sont des diagnostics faciles à évoquer pour vous. D'accord ? Donc la célosomie, on parle de célosomie moyenne lorsque c'est des célosomies. Donc célosomie, c'est des non-fermetures du pôle abdominal. À l'étage moyen, ça veut dire que c'est à l'étage du cordon, de l'insertion du cordon. Donc le laparoschisie, c'est des anses libres flottant dans le liquide amniotique. D'accord ? Vous voyez, il n'y a pas du tout d'aspect contenu dans un sac, avec un défect qui est situé souvent à droite de l'ombilic, c'est pas ça qui est important. Et pour le spécialiste qui va suivre cette grossesse, les enjeux, c'est de détailler l'aspect de ces anses, vérifier qu'elles n'ont pas souffert dans le liquide amniotique et vérifier qu'il n'y a aucun retentissement aussi sur les anses intestinales intra-abdominales. Donc là encore quelques vidéos pour vous, vous voyez. Donc ça donne cet aspect-là, d'accord ? Un aspect assez compact des anses intestinales qui sont non contenues dans un sac, d'accord ? On voit, voilà, hop, on avait vu l'insertion du cordon à droite. Voilà, un aspect plutôt correct. Et lorsque vous analysez au fur et à mesure de la grossesse, ce que vous allez analyser, c'est la mobilité, vérifier qu'il y a bien un péristaltisme par rapport à ça. En image 3D, ça donne ces images-là. Ça ne nous importe pas grand-chose. L'omphalocèle, c'est pour le coup un sac, c'est une hernie digestive avec le péritoine qui est ici. Donc c'est un sac autour des anses intestinales et un cordon qui vient s'insère au sommet des anses intestinales. Là aussi, l'appréciation du contenu est important pour le pronostic. Donc quelques vidéos. Donc là encore, ces dossiers, il faut qu'il y ait un spécialiste et il faut qu'il y ait une anticipation de la naissance parce que pour le coup, là, laparoschisie et omphalocèle, ce sont des prises en charge rapides par les chirurgiens pédiatriques. D'accord ? Donc hernie de coupole, atrésie de l'œsophage, omphalocèle et laparoschisie, on les garde en tête et on les envoie pour les spécialistes. Vous voyez ? D'accord ? Donc vous faites la distinction. La distinction est importante parce qu'en termes de prise en charge diagnostique, de se dire pourquoi il y a cette célosomie, un laparoschisie, c'est souvent isolé, il n'y a rien d'autre, alors que l'omphalocèle, ça demande une démarche diagnostique qui est bien plus importante. On fait souvent un cariotype si la patiente le souhaite. Il y a un risque d'anomalie chromosomique qui est plus importante et qui n'existait pas pour le laparoschisie. Là aussi, ce sont des urgences chirurgicales et il faut que ces dossiers naissent, ces bébés naissent dans des structures adaptées. C'est lorsque vous avez des dilatations, vous voyez, importantes du tube digestif. Donc ces dilatations importantes du tube digestif, si c'est isolé, on est plutôt sur une dilatation très très haute, d'accord ? C'est ce qu'on peut avoir sur un estomac en double bulle. Souvent, il y a un excès de liquide qui est associé à ça. Mais là aussi, ça demande une prise en charge souvent chirurgicale avec une surveillance, pas forcément immédiate, pas une intervention immédiate. On voit un peu comment les choses se passent en dehors du ventre de la patiente. Mais il y a un haut risque quand même d'intervention parce qu'il y a un risque de sténose importante évoqué. Alors, au niveau des reins, il faut savoir diagnostiquer les malformations à risque pour le bébé. Alors, les reins, l'examen de dépistage qui est demandé, c'est une coupe axiale. Cette coupe axiale permet de voir l'aspect des deux reins en un coup d'œil. Vous voyez ? Donc, on voit le bassinet et on voit la